Togo, dernier sujet, parlons du coronavirus, le Covid-19. Ce quatrième mandat pour l'état d'urgence sanitaire. Le Togo vit en état d'urgence sanitaire depuis le 15 mars 2020. L'état d'urgence sanitaire s'achevait mathématiquement hier, c'est-à-dire le 15 septembre. Ça a été pour une période de 6 mois. Bien, le gouvernement Classou a demandé et obtenu du Parlement togolais une rallonge de cet état d'urgence pour 6 mois. Le Parlement a voté également la loi portant habilitation du gouvernement à prendre toutes les dispositions pour venir à bout de la pandémie du Covid-19. Cette nouvelle prorogation, Francisco, ça fait beaucoup jaser parce que les gens se demandent si on en avait vraiment besoin. Ah oui, c'est la question que tout le monde s'était posée depuis hier, lorsque ça a été annoncé que le Premier ministre allait devant les députés pour demander ou bien commander une rallonge, sinon un quatrième mandat comment l'appelle-t-on, de prolongation. Au fait, les gens n'arrivent pas justement à justifier pourquoi ils demandent vraiment cette prolongation et on continue de l'accorder. Bien sûr que, au fait, c'est une autorisation, ce n'est pas l'état d'urgence qui est automatique. Il faut que le gouvernement, n'est-ce pas, puisse prendre des décrets ou bien des ordonnances pour pouvoir l'instaurer. Donc, finalement, on ne sait pas, est-ce que on va demeurer de renouvellement en renouvellement. Aujourd'hui, c'est le quatrième, ça rattrape au moins un quatrième mandat quelque part. Quand ça va aller au cinquième, je crois que ça laisse à désirer. Parce que là où nous sommes, on ne sent pas, parce que la vie, les gens continuent de vivre normalement. Moi, je vois que depuis quelque temps, avec la saison pluvieuse qui sévit au nord du pays, les gens pratiquement ont oublié cette histoire de Covid-19 pour lequel, parce que lorsque les maisons des gens se brisent et qu'ils sont obligés d'aller rester chez les voisins ou bien dans des camps des sinistrés, je ne vois pas où se trouve encore l'inquiétude de Covid. Donc, les gens vivent normalement. Quand vous roulez à Lomé, les lieux de loisirs, déjà, je n'ai pas l'habitude de rentrer dans des endroits où il y a du monde, mais quand vous passez, vous voyez le nombre de voitures et de motos dehors, vous imaginez combien peut être, n'est-ce pas, à l'intérieur. Et sur les terrasses, on voit des gens. Donc les marchés s'animent normalement, sauf qu'il y a des restrictions dans le transport, mais là aussi c'est une autre comédie. D'accord. Donc, au fait, on ne voit pas. On a senti que avant même la prolongation, on a senti que le nombre de morts au niveau de Covid a rapidement grimpé pour aller jusqu'à 40. Donc, peut-être que les gens ont voulu motiver, ou bien je ne sais pas, sinon c'est le hasard des choses, qu'à l'approche des choses, on sent qu'il y a des zones qui sont déclarées, et puis les chiffres de contamination, à défaut des morts, les chiffres de contamination montent et grimpent. Donc, ce qui peut-être fait peur aux députés, ou bien, je ne sais pas, au Premier ministre, qui va demander ce quatrième, cette quatrième reconduction. Alors, c'est vrai, peut-être qu'il faut rectifier. Quand le titre est mis quatrième mandat pour l'état d'urgence, il faut le dire. Dans un premier temps, l'état d'urgence avait été voté pour 6 mois. Donc, le gouvernement avait fait 3 mois, l'a reconduit, déjà 3 fois déjà, et ça a bouclé les 6 mois. 6 mois. Donc, c'est une nouvelle phase de 6 mois qui est encore accordée, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va faire les 6 mois, puisque c'est très précis. Le gouvernement va étudier la situation, puisque vivre en état d'urgence, c'est pas gay. Il faut rapidement en finir et lever cette mesure, comme on le voit dans certains pays. Non, moi, j'ai l'impression que le gouvernement ne voit pas ça de ce œil-là, parce qu'en réalité, on se demande quel est l'intérêt aujourd'hui. Cet état d'urgence, quel est son intérêt? Est-ce qu'on en a besoin? La pandémie continue. Est-ce que la pandémie ne continue pas en France? Actuellement, ce que les chefs d'État de par le monde sont en train de faire, c'est de chercher à voter un plan de relance économique, un plan Marshall, et non un plan d'état d'urgence.
Mais attendez, on parle d'état d'urgence. Qu'est-ce qu'on met dans l'état d'urgence? On va continuer pas à vivre comme ça? S'il y avait peut-être il y avait un plan qui était contenu dans cet état d'urgence-là, on aurait compris. Aujourd'hui, il y a déjà presque toutes les frontières qui sont déjà ouvertes. Il y a bien sûr des villes qui sont entre guillemets sous état d'urgence parce qu'il y a des villes qui sont bouclées, qui sont surveillées de près. Oui, on peut comprendre. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on met dans l'état d'urgence dans ces six prochains mois? Moi, je pense qu'il fallait pas au fait reconduire cet état d'urgence-là. État d'urgence 1 an, c'est beaucoup pour un pays. Vous imaginez un chef d'État qui vient d'être réélu et maintenant on le bouffe une année comme ça. On le bouffe une année. Vous imaginez, ces 6 mois que nous avons vécu, vous avez vu une certaine paupérisation dans le pays. Donc, on ajoute à ça encore 6 mois. Non, je pense que j'ai l'impression que le chef de l'État, peut-être, il n'a pas bien étudié la situation. Fronia Singh, peut-être, n'a pas bien étudié la situation. Ou peut-être ce sont les médecins qui lui auraient proposé cela. Ou il y a un comité scientifique autour de lui. Hein, c'est eux qui donnent les orientations. Donc. Mais en réalité, ils sont pas politiques, au fait. Au-delà de c'est pas une question politique qui se pose là, c'est une question sanitaire. Mais c'est une question sanitaire, mais la décision sanitaire a des incidences politiques. Regardez, ce ne sont pas eux qui sont allés devant les électeurs en février. C'était pour Nyasingbe aujourd'hui. S'il y a une maladie, les gens ont commencé par apprendre à vivre avec la maladie. Les Français ont commencé par apprendre à vivre avec la maladie. Qu'est-ce qu'on va faire de cette rentrée-là? Regardez les parents qui manquent de moyens pour s'acheter déjà des fournitures. Donc, avec l'état d'urgence, ça crée déjà un état psychologique. Ça crée un état d'esprit qui appauvrit. Donc, qui met une même mise sur les affaires. Les affaires ne prospèrent plus comme avant mars. Donc, ça détruit économiquement le pays. Moi, j'aurais aimé que le gouvernement Classo ait dit, messieurs les députés, madame la présidente de l'Assemblée nationale, donc nous avons bouclé. Maintenant, aujourd'hui, nous avons besoin d'un plan de relance. Donnez-nous du temps pour aller mettre en place un plan de relance pour relancer l'économie. Mais en ce qui concerne la maladie, nous allons intensifier le respect des mesures barrières dans le pays. Voilà. C'est ça qui est important, un non-état d'urgence. On n'en a pas besoin parce que ça détruit économiquement le pays. Jusqu'à présent, il y a des pays qui sont en train de mettre en place un plan Marshall, un plan de relance, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Ici, on ne voit pas encore un plan de relance économique. On voit peut-être une politique de combattant de brèche. Non. Il faut un plan de relance qui va toucher tous les secteurs. Les gens parlent du PND, peut-être qu'on va en parler. Comment on va faire pour avoir un peu d'argent aujourd'hui, pour faire rentrer de l'argent dans le pays, pour rendre les choses beaucoup plus compétitives, pour que les commerçants puissent trouver à faire, pour que le panier de la ménagère ne soit plus tellement menacé. Donc c'est à ça qu'on va penser. Et non à l'état d'urgence. On fait élection 6 mois après. Bien sûr que la Constitution ne l'impose pas. Mais la pratique aurait voulu qu'on nomme un Premier ministre, que le Premier ministre soit en démission. Mais maintenant qu'on nomme un Premier ministre, qu'on ait un nouveau gouvernement, jusqu'à présent, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est comme tout est en berne. Il faut que les autorités togolaises sortent de ça. Peut-être d'ici 2 mois, qu'on sorte de cet état d'urgence. Mais on a des représentants, hein, c'est nos propres représentants au Parlement qui ont accordé. Donc, non, il faut qu'on soit sincère. Aujourd'hui, pour cette maladie de Covid, tout le monde a sa petite idée. Moi, je sais que même les députés à l'Assemblée nationale, beaucoup ont leurs idées, puisque la preuve, la dernière conférence de presse du comité, j'ai entendu dire que, en fait, que les gens qui meurent, en fait, c'est des gens qui présentent des facteurs de comorbidité. Les comorbidités élevées. C'est-à-dire le Covid-19 en tant que tel au Togo, peut-être... Le Covid-19, d'après les chiffres que moi j'ai, ça n'a tué directement que 8 personnes. Voilà. Sur les 40 personnes, directement, le Covid-19 n'a tué que 8 personnes. Je trouve que le colonel Dibul, avec le temps, est en train de dire, c'est-à-dire de nous sortir avec son comité, un peu la vérité sur la chose pour que demain, que ça ne tombe pas sur eux, qu'ils ont pris le pays en otage pendant 12 mois. Vous savez, l'incertitude économique plane sur le pays depuis août 2017, que nous avons commencé manifestation politique. Manifestation politique. On a fait des élections enchaînées. La dernière fois, même pour la présidentielle de février, mais je dis que les commerçants ne peuvent pas faire les commandes, ne peuvent pas obtenir de l'argent au niveau des banques, c'est-à-dire en termes de crédit, pour pouvoir faire des commandes. Ici, nous acheminons encore vers la fin de l'année. Nous sommes déjà en septembre. Si les gens ne peuvent pas sortir de, comment l'appelle-t-on, l'état d'urgence, et qu'on puisse avoir confiance
au climat, n'est-ce pas, des affaires qu'on dit qu'on a restaurées, que les gens puissent avoir de l'argent, les crédits auprès des banques, et puis passer des commandes pour les fêtes de fin d'année. Ça veut dire que nous allons passer encore une année une année blanche économique. Maintenant, il y a l'histoire de la rentrée qui est là. Présentement, on ne voit pas qu'est-ce que l'État pense pour la reprise de l'école. Aujourd'hui, les enfants sont à la maison. Quand vous voyez les taux... attendez, j'ai fait publier un petit article dans Liberté aujourd'hui, qui parle des conséquences, n'est-ce pas, comment l'appelle-t-on, de la pandémie, sur le social. Mais les enfants, quand vous prenez surtout les jeunes filles, les grossesses précoces, mais on en dénombre pratiquement pas tout. Donc, si le gouvernement ne va pas faire tout pour que rapidement, c'est-à-dire qu'on puisse ramener, on enlève cette psychose-là, encore qu'on nous dit que c'est 8 personnes directement que le Covid-19 a pu tuer au Togo. Alors qu'on nous alarmait, 20 personnes sont mortes de Covid, 40 personnes sont mortes de Covid. Et que c'est aujourd'hui, on nous dit ça. C'est que c'est dangereux ce qui est en train de se... Peut-être que c'est le chef de l'État même qui accepte qu'on le fasse, mais c'est lui qui a été voté, c'est lui qui a été proclamé, ou bien c'est lui qui a été proclamé président. Lorsque la fin, c'est-à-dire que la fin de Covid-19 va coïncider avec le début véritable de la fin. F-A-I-M. Voilà. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer au Togo. On a l'impression, et je l'avais dit, que lorsqu'il sera question de faire la bonne rentrée, c'est-à-dire que de lever cet état de Covid, les gens auront peur. Les gens ont peur de lever l'état, de dire que Covid, là, c'est fini. Parce que c'est à partir de ce moment que chacun commencera par faire les comptes. Qu'on doit faire les comptes et ce qui a été dépensé dans le cadre de Covid, mais les entreprises vont arrêter leur compte de voir quelle est ma situation. Parce que présentement, tout le monde a sa tête focalisée sur le Covid et tout le monde prend les mesures d'urgence. Alors que le pays est en train de sombrer à plein d'endroits. Alors, on va revenir tout à l'heure sur l'aspect économique, mais est-ce que si le gouvernement ne fait pas ça, à la fin, c'est lui qu'on va accuser de n'avoir pas pu se donner toutes les possibilités, tous les pouvoirs pour gérer au mieux la situation? Est-ce que le fait de proroger l'état d'urgence, ça implique nécessairement qu'on va gérer au mieux la situation? Bon, en tout cas, ça leur donne carte blanche pour prendre toutes les lois, tous les dispositifs qu'il faut pour juguler la situation. Même regardez, quelles lois peuvent-ils encore prendre? Quelles lois, quelles dispositions ou quelles ordonnances peuvent-ils encore prendre? Ou déjà, il y a des mesures barrières qui sont déjà imposées. Et le port du cache-nez est rendu obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. Donc, il y a des dispositifs de lavage de mains. Il y a, par exemple, dans les réunions, que ce soit réunions publiques, où le cache-nez est imposé à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils vont... Qu'y a-t-il de nouveau encore? Il n'y a rien de nouveau. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. J'ai l'impression que le gouvernement, la situation, ça lui plaît. Excusez-moi, mais c'est comme le fait qu'on soit dans l'état d'urgence, c'est comme on caresse trop la maladie, au fait. Les gens disent on apprend à vivre avec la maladie, point. On apprend à vivre avec la maladie, point, c'est fini. Donc, le gouvernement dit, nous avons eu à faire ceci pendant les 6 mois, nous avons besoin aujourd'hui de relancer l'économie, et maintenant, voilà les dispositions que nous allons prendre. Le gouvernement, et puis Klasso même allait dire, moi je vais démissionner dans quelques jours, et puis il y aura un nouveau gouvernement qui va prendre notre place, et puis c'est fini. Ça n'empêche pas, l'état d'urgence n'empêche pas, comme Klasso, de démissionner. Il n'y a aucun rapport entre l'état d'urgence et le maintien du gouvernement. C'est l'impression que c'est donc. Et puis, puisque... Oui, c'est l'impression, oui, mais il n'y a aucun rapport. Mais puis, puisque c'est l'état d'urgence, c'est un état d'urgence en quelque sorte. C'est juste sanitaire. C'est sanitaire. Donc, c'est juste un secteur qui est concerné. Donc, ce n'est pas tout le pays. Ce ne sont pas tous les secteurs du pays. Donc, on peut avoir un nouveau gouvernement, une nouvelle équipe, un nouveau premier ministre, même maintenir peut-être l'état d'urgence, mais peut fonctionner le pays. Moi, ce que je demande, si le gouvernement dit, on a 6 mois encore, mais qu'on montre à la population, qu'on montre aux yeux du monde que nous aussi, nous voulons relancer notre économie. Et nous avons un plan Marshall. C'est ce que nous voulons. Pas nous dire, oui, on va baisser les taxes, on va faire ceci. Non, un plan global aujourd'hui. Les gens parlent de la révision du PND. Moi, je n'en parle pas encore. Mais il faut que le gouvernement, le chef d'État nous montre qu'il veut relancer l'économie du Togo.
Oui. Alors, parlons maintenant économie, puisque justement cette pandémie, on le rappelle tout le temps, en Afrique, on avait prédit le pire, il y avait des scénarios catastrophiques. Heureusement, Dieu merci, on ne l'a pas vécu, mais économiquement, les conséquences sont énormes. L'état d'urgence accentue ces effets sur l'économie, mais on ne voit pas de la part du gouvernement ce plan de relance économique. Moi, je l'évoquais dans une réflexion il y a quelques jours. Quand vous voyez les grandes démocraties, tout le monde, c'est comme une compétition au plan de relance. Mais chez nous, c'est comme si, bon, on s'assoit, Dieu fera le reste. Oui, moi je me dis que comme il a été annoncé un fonds de la Banque mondiale ou du FMI, donc les gens veulent maintenir le confinement jusqu'à l'obtention de ces sous, n'est-ce pas, avant de relancer et de relâcher, d'accord? Sinon, au Togo, on a de sérieux problèmes. On a de sérieux problèmes, je vais vous dire, au niveau de l'agriculture. La zone du Sud a eu un retard de un mois de plus. Oui. C'est seulement la semaine dernière que la... Non, même cette semaine, que la pluie a commencé dans la région des plateaux. Quand vous prenez le nord, le septentrion, à partir de Soukodé, au Grand Nord, il y a eu beaucoup de pluie. Oui. Et je vous annonçais ici déjà qu'il y avait un pont dès les premières pluies au niveau de Bassa qui est en train de tomber. Et ça ne dit rien à personne. En temps d'état d'urgence, normalement, en temps d'état d'urgence, tout est urgent. D'accord? Donc, cette pluie qui est aussi très abondante au nord est mauvaise pour, n'est-ce pas, la production agricole et pour les récoltes. Donc, déjà, moi, je suis en train de voir que probablement, nous risquons d'avoir, disons, comment l'appelle-t-on, un déficit en matière de production agricole et pour cette saison. D'accord? Donc, ça, c'est des choses que les gens doivent, n'est-ce pas, voir comment on peut faire pour faire l'agriculture contre-saison, d'accord, d'où l'irrigation, au moment où la saison pluvieuse va finir. Et au sud, ça va s'arrêter tôt. Hein? Donc, comment on peut faire pour produire en ces périodes sèches pour que les gens puissent avoir à manger. Maintenant, de l'autre côté, sur le plan, on nous a annoncé que au niveau des impôts, d'abord, on avait même déjà demandé l'arrêt des paiements des impôts. On pouvait laisser les gens, ceux qui ont les moyens, qui veulent respecter, aller verser. Donc, ça veut dire que les caisses de l'État, n'est-ce pas, ont des problèmes. Les gens versent, mais c'est qu'il n'y a plus ce harcèlement-là qu'on avait avant pour que les gens puissent... Mais justement, ça dépend. On est en état d'urgence, comme on l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on apporte aux entreprises? Aux entreprises. Le secteur informel, aujourd'hui, le secteur informel est totalement détruit. Et eux-mêmes, ils disent l'apport du secteur informel dans l'économie. C'est eux-mêmes qui donnent les chiffres. Maintenant, le secteur formel qui est là, les gens qui travaillent sur le plan frontalier et pour les marchés ici et là, les commandes, tout ça là est totalement bloqué. La chambre du commerce, comment on l'appelle, le patronat, qu'est-ce qu'ils font pour proposer au gouvernement? D'accord, parce que c'est eux, d'abord, c'est eux les premiers acteurs. Qu'est-ce qu'ils font pour proposer au gouvernement pour que la relance économique puisse être démarrée? Donc voilà, nous sommes dans un état, j'ai déjà parlé de l'école, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. La dernière fois, on parlait sur une plateforme par rapport au sport, qui aussi nourrissent ces hommes. Hier, il a dû passer un communiqué pour dire les jeunes qui sont dans les équipes attendent, ils n'ont qu'à se reconvertir pour apprendre les métiers. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que leur job-là va reprendre. Parce que la force pour jouer le ballon ne s'économise pas. Lorsque le joueur reste à la maison pendant un certain moment, c'est fini. Il n'est plus efficace. Donc, voyez-vous que nous avons beaucoup de problèmes, disons, du problème social qui risque, si le gouvernement pense que en instaurant tout ça, peut-être pour appauvrir davantage les Togolais, ça l'arrange, c'est faux, parce que le moment où ça va commencer, où le vol à main armée, des petits vols, les gens, lorsque vous déposez votre marmite sur le feu,
que vous vous levez, quelqu'un vient soulever derrière vous, ça va revenir, parce que c'est déjà arrivé, je crois, dans les années 74, je pense, j'oublie un peu l'année, quand la famine va se déclencher et quand le banditisme va encore prendre de l'ampleur, et je ne sais pas où va se mettre le gouvernement à ce moment. Normalement, est-ce que ce n'est pas aussi le rôle du Parlement d'interpeller ce gouvernement sur la relance économique? Oui, normalement, si les députés savent ce pourquoi ils sont là. Je suppose qu'ils savent. Si savent. Est-ce que parce que peut-être le problème aujourd'hui en Afrique ou au Togo, quand on est député, quand on a un idéal, parce qu'il y a un problème quelque part, on dit nous avons un idéal qui constitue en quelque sorte la solution à ce problème-là. La plupart de nos députés ne sont pas trop dans cette optique-là. Donc peut-être ils sont membres d'un parti. Et ils ne comprennent même pas l'idéologie du parti. Donc on dit peut-être on cherche des gens. Parti, est-ce que le parti a une idéologie? C'est ça. Donc ils se disent le parti dit on a besoin de 2-3 personnes pour être député. Et donc oui, et là, vous pouvez parler, non, vous pouvez nous dire de voter nous, non. Donc les gens sont devenus députés comme ça, sans aucune idéologie au préalable, sans présenter aucun idéal possible. Donc quand vous avez un idéal, l'idéal, ça couvre tout. Quand vous voyez Jean-Marie Le Pen qui a eu 40 ans d'expérience législative, mais c'est quelqu'un qui maîtrise la France dans tous les secteurs. Quand vous voyez même sa petite fille, Marion Maréchal Le Pen, quand la petite la parle, vous voyez que c'est quelqu'un qui a quelque chose en tête, donc qui maîtrise un peu la France. Donc tous les députés français, tous les députés américains, tous les députés européens, occidentaux, quand ils parlent, vous sentez en eux des présidents, en fait, des chefs d'État. Donc c'est des gens qui maîtrisent leur pays. Donc si les députés togolais avaient aussi cet idéal, peut-être, ils auraient dit, mais en réalité, avec ce que nous avons, nous avons besoin d'un plan de relance. Et voilà ce que nous ferons. 1, 2, 3, 4. Et donc, quand le Premier ministre va venir, va dire, Monsieur le Premier ministre, vous devez nous présenter un plan de relance dans les prochains mois. Et le Premier ministre, peut-être, il va dire, mais encore, par exemple, on dit, mais dans tel secteur, il y aura ceci. Dans tel secteur, on a besoin de tel pourcentage. Dans tel secteur, on a besoin de 18%. Dans tel secteur, on a besoin de ceci, transport, économie, tout ça. On a besoin de faire tout ça, là. Peut-être, vous n'aurez pas d'argent. Nous trouvons qu'avec ceci, vous faites comme ça. Vous aurez assez de financement. Vous allez faire augmenter les taxes. Vous allez faire augmenter les impôts, ainsi de suite. Donc s'il y a des députés qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas présenter cette idée, je pense que les chefs d'État, c'est pour cela même que les chefs d'État souffrent. Les chefs d'État souffrent parce que ce sont eux seulement qui réfléchissent avec leurs experts. Les politiques, ceux-là qui les entourent, la plupart ne maîtrisent pas. Et j'ai même l'impression de dire que la plupart, le problème peut-être de Fond Gnassingbé, c'est peut-être de s'entourer des gens qui ne s'inscrivent pas trop dans sa vision. De s'inscrire... d'avoir des gens qui ne s'inscrivent pas trop dans sa vision. Il explique quelle est la vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État, vous devez le constater, les 15 dernières années. Il a changé l'image du pays aujourd'hui. Le Togo était absent. On reste sur l'état d'urgence. Le Togo était absent, mais le Togo est présent sur le plan national. Il y a aussi peut-être est-ce qu'il faut les appeler peut-être les mauvaises langues, mais qui pensent que ça cache autre chose, ces prorogations à n'en point finir? Non, ben c'est l'impression que ça donne, puisque aujourd'hui, tout le monde est ouvert sur le monde, et on sait que ce qui se passe ici peut se passer au Togo. La dernière fois, excusez-moi, il y a eu des gens qui ont été rapidement remplacés par des postes. Je prends par exemple la Bire, par exemple. Ouais. Juste le lendemain, on l'a remplacé. Il y a comment l'appelle-t-on, transport routier qui est décédé. Le lendemain, on l'a remplacé. Le commissaire Adoui, on l'a remplacé. C'est des postes stratégiques aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des décisions qui se prennent, et la grande décision qu'il faut prendre, on n'arrive pas à décider. Je ne sais pas si le chef de l'État n'a plus personne au Togo pour nommer comme Premier ministre, ou qui n'a plus personne pour mettre dans le gouvernement, parce que j'aurais appris que au cours de sa campagne, il a été beaucoup déçu par beaucoup de choses sur le terrain. Donc peut-être qu'il pense que c'est les meilleurs avec qui il est, et que ces meilleurs l'ont déçu, ne sait plus à quel sens se vouer. Donc bref, on est dans ce schéma que l'autorité nous prête, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. Bien sûr qu'il y a beaucoup de Togolais qui se disent que même un nouveau gouvernement, un Humbo bis,
ne leur apporterait rien comme nouveau. Peut-être c'est le chef de l'État aussi a compris. C'est pourquoi il est dans ce. Donc, c'est eux-mêmes qui donnent l'idée, qui pensent que, bon, c'est plus de 70% dont il a été proclamé, qui peut-être il ne le mériterait pas. Je ne sais pas si vous voyez. Eux, ils n'arrivent pas à former un gouvernement, ou bien peut-être le Premier ministre qu'il a voulu nommer, Agboume l'aurait peut-être nommé ambassadeur. On ne sait pas. Donc, on est dans ce. C'est des supputations. Lorsque l'autorité ne communique pas sur des choses réelles. J'ai dit ici, en France, on a fait les élections locales, mais on a remanié le gouvernement. On a remanié le gouvernement. Or, là-bas, c'est des milliers de personnes qui meurent de Covid et qui sont hospitalisées tous les jours. Donc, ici, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, nous tous, on est dans l'impasse. Peut-être que on attend Jésus qui reviendra. N'est-ce pas? Donc, nous sommes à cette époque. Regardez, l'espérance française depuis 2002 ou 95-2002, regardez, elle est passionnante. Regardez, un président est élu en avril, il prête serment en mai, on nomme un nouveau Premier ministre, on forme un nouveau gouvernement. Or, de mai à juin, c'est juste un mois. On a les élections législatives. Vous imaginez, on ne veut même pas attendre une semaine ou 2 semaines. Voilà. Parce qu'on a besoin de relancer les choses pour que la nouvelle équipe puisse convaincre avant d'aller devant les électeurs pour les législatives. Donc, on a besoin que ça aille vite. Les Français veulent que ça aille vite. Mais j'ai l'impression que le chef de l'État ne voit pas ce qui se passe. C'est mon impression. Elle peut être erronée. Vous imaginez, vous êtes positionné, vous vous êtes présenté devant les électeurs. Vous avez parcouru le territoire. Et il y a une maladie qui surgit, qui survient. Et vous laissez cette maladie, vous bouffez une année gratuitement comme ça. On vous avait eu à faire des promesses. Et ces promesses, normalement, couvraient 5 ans. Maintenant, est-ce que cette campagne, ces promesses-là, la promesse qui devait couvrir 12 mois, est-ce que ça a été réalisé? Ces promesses ont-elles été réalisées? Donc, le chef d'État doit savoir qu'il a perdu en 1 an. Donc, c'est pour ça qu'il ne devait pas permettre en réalité qu'on proroge l'état d'urgence. Parce qu'en 6 mois, la croissance économique, ça a chuté. La consommation, ça a chuté, le pouvoir d'achat, ça a baissé, l'argent qui devait rentrer, ce n'est pas rentré. Donc, on avait parlé de 7 milliards entre-temps, non? Mais est-ce qu'on a pu avoir 5 ou 6 déjà? Donc, ce qui veut dire que l'économie est allée en ralenti. Donc, le président de la République doit savoir que ne doit plus laisser en réalité le Covid lui bouffer toute une année. 12 mois, c'est 5 ans. Donc, 12 mois, ça fait 1 an, 4 ans. Comment pourrait-il se rattraper en 4 ans? Je pense que ça va être difficile. Moi, pour ce que je voudrais, le mois prochain, qu'on lève l'état d'urgence et puis que dans quelques jours, qu'on forme un nouveau gouvernement. Et puis, ça devait être le rôle de la CEDEAO. Ce n'est pas seulement s'occuper. Non, excusez-moi. Aujourd'hui, tous les pays. C'est une question de politique intérieure. Non, attendez, tous les pays. Attendez. C'est une question de politique intérieure. La CEDEAO est légaliste, au fait. Ils sont en train de vouloir aller vers une monnaie unique avec des critères de convergence. C'est parti pour 2025. Oui, maintenant, mais les frontières, même aujourd'hui, les frontières sont fermées. Oui. La CEDEAO, au lieu de se réunir pour parler du cas Mali, simplement, il doit parler de comment ouvrir les frontières, comment s'organiser pour que la traversée des frontières soit faite de façon efficace. Sur ce point, je peux vous applaudir parce que l'Union européenne s'est réunie. L'Union européenne s'est réunie pour un plan de relance. Maintenant, la présidente de l'Union même a eu à faire un discours sur l'état de l'Union, comment relancer l'économie européenne. Merci. La CEDEAO, par exemple. Merci Firmin Teko Agbo. Donc le gouvernement sait qu'il est attendu, surtout sur la question de relance. Merci à tous. À demain.